Et si on partait à New York ensemble? Alors ouais, j'avoue, cette phrase, elle fait un peu rêver. Et comme je suis quelqu'un de foncièrement fauché, je vous propose d'aller seulement à New York à travers une histoire. Oh, la tristesse de mon intro, je suis désolé. Bref, je reprends car comme je l'ai dit, on va s'envoler à New York. Et aujourd'hui pour une histoire très flippante, suivie de 2 histoires. Et pour ça, j'ai pas vraiment les mots. Parce que franchement, la deuxième, elle m'a juste retourné le cerveau et vous m'en direz des nouvelles. Et oui, pour les plus gourmands d'entre vous, il y aura 2 histoires supplémentaires juste après. Et avant de démarrer la vidéo, comme à mon habitude, j'ai une question à vous poser pour faire plus ample connaissance. Moi, comme vous le savez, j'ai 31 ans. Bientôt 32, mais je suis encore dans le déni. Donc j'aimerais bien savoir naturellement quel âge vous avez en commentaire. Et franchement, je suis assez curieux de savoir l'âge moyen sur la chaîne. Et j'en ai franchement aucune idée. Alors franchement, je pense qu'en quelques clics, je peux regarder sur YouTube la tranche d'âge qui regarde mes vidéos. Mais honnêtement, j'ai même pas regardé une seule fois. J'ai trop hâte de savoir avec les commentaires à peu près sur quelle moyenne d'âge on est. Et enfin bref, trêve de banalité, on part tout de suite sur la première histoire de cet épisode Thread d'horreur. Et pour cette histoire, on va suivre Anna, la jeune infirmière de New York qui travaille de nuit dans un hôpital. Chaque jour, elle se rend à l'hôpital pour faire son travail à 20h. Et elle finit à chaque fois vers 4h du matin lorsque l'équipe du matin arrive et la remplace. Et un soir comme les autres, Anna va sortir de l'hôpital vers 4h, comme à son habitude, pour rejoindre son appartement situé par chance à seulement 3 km. Alors ce qui représente tout de même 40 minutes de marche pour Anna, mais rappelons-le que dans la ville qu'on surnomme la Grande Pomme, eh bien c'est rien du tout. Anna se change donc et part de l'hôpital comme à son habitude. Anna explique qu'elle est comme à son habitude dans les rues désertes de Manhattan et que normalement il n'y a jamais personne. C'est assez calme contrairement à certains quartiers. Sauf que cette nuit-là, Anna va entendre du bruit derrière elle. C'est un homme qui court vers elle et lui demande à l'aide. Cet homme prétend être suivi dans les rues de New York et il a peur pour sa vie. Alors vous pouvez vous imaginer un New-Yorkais en costard quand je vous raconte ça, mais pas du tout. Anna explique qu'il a un t-shirt blanc bien trop grand, délavé et avec des taches de sang dessus. Anna explique qu'on dirait qu'il ne porte pas de vêtements qui lui appartiennent tellement rien n'est proportionnel. Un t-shirt trop grand, un pantalon trop court, en fait rien n'a de sens. Et Anna, eh bien elle sait pas quoi faire. Car elle est un peu apeurée de la situation, et c'est vrai, se faire demander de l'aide en pleine nuit à New York par un mec assez chelou, c'est pas ce qu'il y a de plus rassurant. Mais heureusement pour Anna, elle connaît bien Manhattan, et décide de l'emmener au poste de police le plus proche, situé à quelques centaines de mètres de là. Alors bien que l'homme ait l'air inoffensif, Anna insiste bien sur le fait qu'il est assez agité, et qu'il répète sans arrêt qu'il est suivi depuis tout à l'heure. Anna regarde de nouveau derrière eux, pour savoir si ce que dit l'homme est vrai, et elle se rend compte qu'il y a une femme, aux cheveux longs, au loin qui les suit. L'homme, voyant la même chose qu'Anna, est pris de nouveau de panique et court dans la première ruelle sombre qui passe, laissant du coup Anna seule face à cette femme qui les suit. À peine Anna a le temps de réagir que la femme aux cheveux longs la rattrape. Elle explique rapidement que c'est son frère et qu'il faut de toute urgence le neutraliser car elle est diagnostiquée schizophrène. Et Anna explique que dans l'urgence, elle n'a pas vraiment le choix de courir avec l'autre femme dans la ruelle pour rattraper l'homme. Et arrivée en plein milieu d'une ruelle sombre, je pense qu'Anna parle des ruelles qu'on voit tous dans les films et qui sont effectivement toujours sombres, et bien arrivée en plein milieu de celle-ci, elle retrouve l'homme caché derrière une poubelle. Alors qu'Anna pense à ce moment-là que tout va rentrer dans l'ordre et que la femme va s'occuper de cet homme qu'elle connaît, elle a des questions qui lui travaillent l'esprit. Elle se dit que l'homme et la femme ne se ressemblent pas du tout et que c'est donc pas par déduction des frères et des sœurs. Et surtout, elle se dit « merde, qu'est-ce qui s'est passé pour que j'atterrisse là dans une ruelle sombre en pleine nuit à New York ?» Et ce mauvais sentiment va se confirmer quand elle va voir le visage de l'homme avec un sourire démoniaque, l'attraper et la neutraliser pendant que la femme va voler toutes les affaires d'Anna. Son sac contenant son portefeuille avec tous ses papiers d'identité, $220 en cash et son téléphone et sa montre va être volé par la dame. Donc retournement de situation pour Anna qui est tombée en fait dans un guet-apens en pleine nuit. Et le pire est à venir car la femme va planter une seringue dans Anna pour lui administrer on ne sait quel produit. Et suite à ça, Anna va directement tomber par terre et ses yeux vont se fermer doucement, lui laissant le temps de voir s'échapper l'homme et la femme de l'autre côté de la ruelle. Anna va se réveiller quelques heures plus tard à l'hôpital avec un homme d'une trentaine d'années à son chevet. Cet homme d'une trentaine d'années, c'est Mark et c'est lui qui a retrouvé Anna par terre, inconsciente, vers environ 5h45 du matin alors qu'il sortait ses poubelles avant d'aller travailler. Mark s'est empressé de conduire Anna à l'hôpital et par chance, le même hôpital où elle travaille, qui la prendra du coup en charge très rapidement. Anna a en fait reçu une injection d'un produit puissant pour l'endormir et donc ça a laissé assez de temps à l'homme et à la femme de prendre la fuite avec toutes ses affaires. Et heureusement pour Anna que Mark était là car elle a été prise à temps par les médecins pour sauver en quelque sorte sa vie. Et heureusement également qu'Anna n'a contracté aucune maladie avec cette seringue, qui sait ce qui aurait pu lui arriver. Alors histoire
histoire assez courte mais qui est pour moi vachement intense parce que Anna se souviendra jamais de cette histoire qui fait forcément froid dans le dos. Elle indique d'ailleurs dans son thread qu'elle ne se déplace plus à pied dans Manhattan parce qu'elle est traumatisée, mais plutôt à vélo au cas où des personnes mal intentionnées comme cet homme et cette femme recommencent à l'embêter. Moi, ce qui me dérange un petit peu dans cette histoire, c'est le côté urgence, vous savez, de devoir vite avancer parce que l'homme est suivi, puis d'aller vite rattraper l'homme car celui-ci en fait est schizophrène et il faut vite aller dans la ruelle. Pour moi, il n'y a rien de pire. En fait, Anna, elle s'est fait avoir par la situation, comme elle dit. L'urgence de devoir vite aider quelqu'un. Et ça, pour le coup, pour une infirmière, c'est pas une faute professionnelle. Bon, j'espère que vous avez autant apprécié que moi cette histoire. Maintenant, place au banger, à la masterclass, je trouve, de cette vidéo. C'est cette seconde histoire. Alors, petit aparté, si tu veux encourager gratuitement la chaîne, le meilleur cadeau que tu puisses me faire, c'est de mettre ton plus gros like sur cette vidéo. Je dis ça, je dis rien. En attendant, je te laisse reprendre la vidéo. Pour cette histoire, on va suivre un drame qui s'est déroulé encore une fois aux États-Unis, à San Francisco. Et comme je l'ai dit en intro, elle m'a retourné le cerveau tellement ce qu'a vécu Raphaël, celui qui nous raconte l'histoire, est horrible. Raphaël, il a 17 ans, il vient d'avoir l'équivalent du bac aux USA. Et si je dis pas de bêtises, c'est bien ça, je pense qu'ils sont en high school à cet âge-là. Et ses parents, pour féliciter Raphaël, ils vont l'emmener à San Francisco un week-end. C'est aussi un cadeau pour les parents, on va pas se mentir. Et il faut savoir qu'ils viennent de la région de l'Oklahoma. C'est un peu au centre vers l'ouest des États-Unis pour ceux qui savent pas. Et comparé à San Francisco, l'Oklahoma, c'est plus campagne, ce qui fait que Raphaël vit un véritable rêve que de visiter la ville de San Francisco pour un week-end. Et pour faire un peu d'économie, car San Francisco, ça coûte un bras, Raphaël et ses parents vont séjourner dans un hôtel dans la périphérie de San Francisco, à Oakland. Et petit détail qui est important pour la suite de l'histoire, c'est qu'ils ont réservé 2 chambres d'hôtel afin que Raphaël puisse avoir son propre espace à lui. Donc Raphaël et ses parents visitent San Francisco. Ils expliquent qu'ils ont visité la célèbre prison d'Alcatraz, plein d'autres choses. En bref, c'était juste incroyable. Vient donc la fin de journée, on est samedi soir et Raphaël et ses parents rentrent à l'hôtel après manger pour aller dormir. Sauf que petit bémol, Raphaël avant de dormir, il aimerait bien se poser un peu devant la télé, il dit que ça l'aide à s'endormir. Et je me retrouve un peu dans ce qu'il dit. J'ai beaucoup de mal moi à trouver le sommeil que je suis parfois obligé de mettre un film en fond pour m'endormir. Levez la main si vous êtes aussi comme moi dans la team insomniaque. Raphaël va donc allumer la télé, mais il ne se passe rien. Pour lui, elle doit être cassée ou quelque chose doit être mal configuré. Donc il décide d'appeler l'accueil pour les prévenir que la télé ne fonctionne plus et va demander poliment si quelqu'un peut passer rapidement pour l'aider. Sauf qu'au lieu de composer le 000 pour contacter l'accueil, son doigt ricoche et il compose le 008. Et au bout du fil, il entend un homme et une femme parler de leur journée. Alors Raphaël ne comprend pas trop pourquoi, car ça n'a même pas sonné et ça n'a encore moins décroché. Raphaël compose aléatoirement notre numéro, il compose le 112 et de nouveau il entend des bruits dans la chambre. Et cette fois, c'est une femme qui parle probablement à quelqu'un avec son téléphone portable. Et je sais pas si on peut vraiment juger ce que va faire Raphaël, mais il trouve ça trop intéressant. Il est trop curieux à l'idée d'écouter un peu aux portes des gens, on peut dire ça comme ça. Et il va faire ça plusieurs minutes à composer aléatoirement des numéros pour entendre ce qui se passe dans les autres chambres. Mais bon, il explique que ça va vite quand même le saouler car il est déjà assez tard et beaucoup de personnes dorment. Donc à part entendre des ronflements et quelques discussions pas intéressantes, ça le gave assez vite. Sauf que lorsqu'il se dit qu'il va tester une dernière chambre, la soirée va prendre une toute autre tournure et va changer à jamais la vie de Raphaël. Il compose le 336, quand il entend immédiatement, à travers le téléphone, des cris stridents provenant d'un homme et d'une femme. Et tout ça va très vite. Il entend des insultes, des trucs qui cassent, puis un gros bruit sourd comme si l'un d'entre eux avait porté un coup très violent. Et ensuite plus rien. Un silence pesant pour Raphaël qui est témoin d'une probable agression physique entre 2 personnes. Et je sais pas vous, mais à sa place, je serais pas vraiment maître. Pour Raphaël, c'est comme si il avait vu une altercation se passer juste devant eux, sauf qu'il n'est pas intervenu. Et c'est pas tout. Après quelques longues secondes de silence, épouvantable pour Raphaël, il entend de nouveau quelque chose à travers le téléphone. Il entend un homme bafouillé, limite en train de pleurer, se demandant comment il a fait pour en arriver là. S'ensuit un dernier bruit qui s'apparente à celle d'une porte qui se claque. Raphaël essaie de reprendre ses esprits, puis raccroche le téléphone. Il est bien sûr horrifié de ce qui vient de se passer, et donc dans la peur, Raphaël décide d'aller rapidement toquer à la chambre de ses parents, quitte même à les réveiller en pleine nuit pour les avertir de ce qu'il a entendu. Ses parents ont le beau réflexe de croire Raphaël et vont donc s'empresser de prévenir l'accueil au cas où quelque chose de grave s'est passé. Et puis rien. Raphaël et ses parents vont pouvoir retourner à leur chambre et dormir. Sauf que vous vous imaginez bien que Raphaël va passer une sale nuit, car ce qu'il vient d'entendre, ce qu'il vient de vivre est traumatisant. Et malheureusement pour Raphaël, ça va pas s'arrêter là. Le lendemain matin, alors qu'ils descendent de l'hôtel, Raphaël aperçoit une ambulance devant l'entrée, ainsi que 2 personnes transportant une civière avec un drap blanc dessus. Et ce qu'a entendu Raphaël cette nuit était donc probablement bien réel et il a assisté un peu malgré lui à un crime en direct dans un hôtel. Et voilà comment se termine cette histoire qui, je le répète, mais moi je la trouve tellement dingue et flippante. Bon, je vais aller boire un petit verre d'eau pour me remettre de ça et on attaque tout de suite la 3e histoire.
Alors les amis, pour cette troisième et dernière histoire, on va suivre Emily. Emily, c'est une jeune femme de 25 ans qui a décidé de passer un week-end détente à la campagne. Elle explique qu'elle part seule car elle est célibataire et qu'elle rejoint un chalet isolé situé en bordure d'une forêt assez réputée pour ses beaux paysages. Et petite précision, le chalet dans lequel elle va appartient à ses parents et donc elle va un peu se sentir comme chez elle. Arrivée là, elle est comme un poisson dans l'eau. L'ambiance est calme, le village abrite des gens sympas, tout est au top pour Emily, qui bien sûr se réjouit de passer un week-end loin de tout. Et alors qu'elle vient d'arriver, elle entend quelqu'un toquer à la porte. C'est Ernest, un vieil ami de son père, et celui-ci vient tout d'abord souhaiter un bon week-end à Emily car ils se connaissent aussi très bien. Mais il vient aussi pour lui dire de se méfier d'un homme qui a récemment été vu dans le village. Et pourquoi Ernest se dit de se méfier de cet homme? Eh bien tout simplement parce qu'il a été aperçu marchant dans le village complètement nu et sans but apparent. Ernest précise qu'il n'a pas été méchant ni quoi que ce soit, mais qu'il faut quand même se méfier. Un mec qui se balade tout nu dans un village, c'est sûr que ça a de quoi se poser des questions. Emily remercie Ernest de la prévenir, mais vous savez, Emily elle est jeune, elle a 25 ans et c'est plutôt une aventurière. Donc elle a en gros peur de rien. Elle dit bien qu'elle retient l'avertissement d'Ernest, mais qu'une petite voix dans sa tête se dit qu'il ne lui arrivera rien, que tout ça, ça arrive aux autres et jamais à elle. Et en plus, elle est là que pour le week-end, donc ce serait vraiment pas de bol pour elle s'il lui arrive quelque chose. On est maintenant samedi après-midi, quand Emily nous raconte qu'elle se promène tranquillement au bord d'un lac, non loin de la forêt. Il fait beau, le paysage est magnifique, clairement Emily en a plein la vue. Puis d'un coup, en regardant par terre, Emily voit des traces de pas par terre menant à la forêt. Elle décide de suivre les traces de pas, pensant qu'elle sera emmenée vers un point de vue magnifique et qu'elle n'a pas encore exploré dans la région. Et elle a vu juste. Elle tombe sur une très belle clairière, c'est donc pour Emily très belle trouvaille. Emily, sans le savoir en fait, s'enfonce dans les profondeurs de la forêt à la recherche d'autres endroits comme celui-ci magnifiques. Et quelques minutes plus tard, Emily va découvrir un abri de fortune, plein milieu de la forêt, fait de branches et de plastique pour éviter probablement d'être arrosée en cas de pluie. Emily, elle est captivée par cet abri de fortune, donc elle se rapproche et regarde un peu ce qu'il y a dedans. Elle y voit des légumes crus, des vêtements usés et différents outils comme une serpe. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu comme un couteau dont la lame est un peu recourbée, on va dire. Ça sert notamment à couper les fleurs en pleine forêt et probablement des légumes. Bref, Emily sait que quelqu'un vit ici et va donc décider de s'éloigner de l'abri pour rebrousser chemin et enfin rentrer car il commence à être tard. Et alors qu'elle retourne au chalet, Emily croit entendre plusieurs fois des craquements de branches derrière elle, mais pas des petits craquements de lapin ou d'écureuil, plutôt des gros craquements faits par un humain. Sauf qu'à chaque fois qu'elle se retourne, elle ne voit absolument rien, aucune trace d'une quelconque présence. Emily décide tout de même d'accélérer le pas afin de vite retrouver un sentier où elle pourrait croiser du monde et se sentir plus en sécurité. Emily rejoint l'étang pile à l'endroit où elle a remarqué des traces de pas en début d'après-midi et il faut savoir qu'avant de rejoindre son chalet, elle doit encore parcourir un bon 500 mètres. Elle longe donc l'étang quand soudain elle aperçoit un homme aux allures très sales qui marche parallèlement à Emily dans la forêt, un petit peu caché. Emily se sent observée constamment par cet homme et décide de courir quelques mètres pour prendre un maximum de distance. Emily court, puis regarde dans la forêt et elle voit personne. Fausse alerte pour Emily, me direz-vous. Mais non, elle entend derrière elle des pas et elle se retourne et voit ce même homme marcher à quelques mètres d'elle. Et cette fois-ci, elle peut observer dans la main de l'homme une grande serpe, la même serpe qu'elle a vue dans l'abri quelques minutes plus tôt. Et c'en est trop pour Emily, qui décide de finir littéralement sa promenade par le meilleur sprint de sa vie en direction de la maison d'Ernest, qui est un peu plus proche que son chalet. Et par chance, Ernest coupe du bois dehors et entend les cris d'Emily qui court en sa direction. Emily rejoint Ernest et regarde tous deux en direction de l'homme qui la suit depuis tout à l'heure. Et il voit au loin, à quelques dizaines de mètres, cet homme hurler de toutes ses forces puis repartir dans la forêt. Alors ça pourrait s'arrêter là. Mais non. Emily est en panique et a peur de dormir seule chez elle le soir. Elle va donc appeler la police qui fera des rondes fréquemment pour surveiller le village et plus particulièrement le chalet d'Emily. Emily ferme le chalet à double tour et se barricade le plus possible au cas où cet homme viendrait terminer ce qu'il a voulu commencer cet après-midi. Emily finit par s'endormir à 23h30 après avoir verrouillé sa chambre et placé un meuble devant la porte. Et oui, on n'est jamais trop prudent. Sauf que le cauchemar ne va pas s'arrêter là pour Emily parce que vers 2-3 heures du matin, Emily entend toquer très fort à sa porte d'entrée. Elle est prise de panique et a certainement le réflexe qu'on pourrait tous avoir, c'est-à-dire se mettre sous sa couette, prier pour que ce soit un simple cauchemar. Mais non, les coups sur la porte s'intensifient et Emily est pétrifiée. Elle prend alors son téléphone portable, désactive son mode avion et voit 12 appels en absence d'Ernest. Elle rappelle donc vite Ernest et demande ce qu'il se passe. Et au fait, Ernest est devant chez Emily avec la police et toque depuis de longues minutes pour avertir Emily. Alors, avertir de quoi ? Eh bien que quelques minutes plus tôt, un homme aux allures de Cro-Magnon a tenté de s'infiltrer chez Emily. Heureusement pour elle, Ernest, qui a une vue sur son chalet, a immédiatement prévenu la police qui faisait des gardes dans le village. Et quelques minutes plus tard, la police est intervenue et a attrapé cet homme avant qu'il ne passe à l'acte. Et devinez ce qu'ils ont retrouvé devant la porte d'entrée du chalet d'Emily, une grande serpe
posé par terre. Je pense qu'on aimerait tous un voisin comme Ernest qui a littéralement sauvé les miches d'Emily. Et je pense qu'on sous-estime un petit peu les personnes âgées qui regardent beaucoup dans les rues, etc. En fait, franchement, c'est un peu comme des caméras de surveillance. Et là, pour se dire qu'à 2-3 heures du matin, Ernest a entendu des bruits et a regardé vers le chalet d'Emily et qu'il a vu cet homme, franchement, trop bien. Et dernière précision, Emily et Ernest n'ont jamais su qui était cet homme. Il n'avait pas de papier et malheureusement, personne n'a su dire qui était cette personne, pas même les policiers. On imagine quand même que celui-ci n'a pas été relâché de sitôt, enfin j'espère, mais en tout cas c'est assez bizarre quand même de se dire que cet homme est sans papier et tu sais même pas qui c'est vraiment. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, suite à cette dernière histoire assez longue mais pour le moins très intéressante. Si vous avez aimé, dites-le moi en commentaire et surtout abonnez-vous pour ne rien manquer. Sur ce, bisous.